essayer de... Oui. Bonjour. Tarek, Mathieu et moi-même, Marc-Étienne, sommes très heureux d'être ici pour discuter des différents enjeux que vous avez portés à notre attention. Tout d'abord, nous souhaitons vous féliciter d'être demeuré un chef de file éco-responsable. Le temps nous est en compté, allons-y tout de suite avec le plan de la présentation. Nous allons débuter par une analyse de la situation actuelle pour faire ressortir les différents éléments pertinents à notre discussion. Par la suite, nous discuterons des enjeux stratégiques qui nécessitent une attention immédiate, soit le projet d'investissement et le financement, l'analyse de performance, l'entretien et les prix de session interne, et l'intégration des employés. Par la suite, nous discuterons des enjeux opérationnels qui sont l'approvisionnement et les fonds de roulement. Et nous terminerons par un plan de mise en œuvre pour mettre de l'avant les actions prioritaires urgentes à entreprendre au cours des prochaines semaines. Au niveau de la situation actuelle, on peut constater que l'entreprise est avant-gardiste face à la concurrence. Aussi, elle a une orientation stratégique un peu déficiente par rapport aux nouveaux employés qui ne la connaissent pas très bien. Aussi, on a un projet d'investissement qui est une belle opportunité d'affaires et aussi, l'entreprise est cotée à la bourse. Donc, commençons par un enjeu qui est plus stratégique, la décision d'investissement de la nouvelle machine pour la nouvelle usine qui a été acquise il n'y a pas trop longtemps. Dans le fond, on a fait une vanne pour représenter si c'est rentable ou pas d'acheter la machine. Donc, en gros, nos gros calculs ici, en gros, ça serait que l'achat de la machine coûterait environ 4 millions. Il y a aussi des coûts de transport de environ 100 000. Donc, tout ça ensemble, on pourrait le capitaliser pour l'amortir ensuite. Donc, profiter de l'économie d'impôt aussi. Donc, d'où vient le calcul de la valeur de l'économie d'impôt qui est environ d'1 million. Donc, on va tenir compte ici. Il y aura aussi une augmentation des ventes qui serait de 10% pour les 5 prochaines années et aussi de 6,5% pour les prochaines 25 ans. Il y a aussi un employé qui serait licencié, donc on aurait un salaire de plus pour nous à investir dans d'autres projets de l'entreprise. Puis l'avantage aussi de la machine, ce serait l'entretien diminuerait les coûts de 85 000 par année environ. L'avantage du projet, ça serait de garder notre avantage concurrentiel qu'on a sur le marché pour le présent. Il y a aussi l'utilisation de moins d'énergie, donc ce qui va aussi avec l'image de notre entreprise, qu'on est une entreprise qui est verte, donc ça va avec les valeurs d'entreprise. Il y a aussi quelques inconvénients comme les 45 jours de fermeture de l'usine. Donc ça représente un gros désavantage parce qu'on est une entreprise de production. Donc production, c'est notre gagne-pain. Donc, si on ferme pendant 45 jours, on a calculé que dans la vanne aussi, que ça diminuerait les flux d'environ de 15 millions. Donc, sans considérer les emplois qui sont payés à rien faire aussi durant les 45 jours qui sont fermés. Donc, ça, c'est un gros désavantage à tenir compte. Si on continue pour la recommandation, on va vraiment y aller avec le projet. Par contre, il va vraiment falloir qu'on fasse attention parce que même si c'est très rentable, il y a aussi les 45 jours, comme je viens de mentionner, qui sont de longue production. Donc, ça, on pourrait vraiment pousser le plus pour que ça sorte plus rapidement, parce que les coûts qu'on perd, bien non, vous allez pas les coûts, les revenus qu'on perd en fermant l'usine pendant 45 jours, il faudrait que ça soit en poussant à aller plus rapidement pardon, je cherche les mots. En poussant les 45 jours pour que ça aille plus rapidement, pour que l'usine ferme moins longtemps. Il faudrait que les coûts qu'on perd, ça serait plus bas que le 15 millions. Donc, je pense que je vais dire encore longtemps, mais ce n'était pas tant clair. Là. OK, ça nous coûte 15 millions. On perd à 15 millions. Donc, si on pousse l'entreprise à aller plus vite avec leurs 45 jours, on peut payer plus cher pour que ça aille plus vite. Donc, si c'est en bas du 15 millions, c'est correct. Il y a aussi offrir du support à l'employé qu'on licencie aussi. On ne veut pas briser l'esprit d'équipe aussi dans l'entreprise. Puis il y a aussi une autre possibilité, vu que c'est l'entreprise, une acquisition d'une machine qui est très technologique, donc il y a un risque d'obsolescence programmée qu'il y aurait. Donc, on pourrait louer la machine, donc voir si ça serait plus rentable pour l'entreprise. Donc, on sait qu'en faisant l'acquisition, on demeure concurrentiel. Donc, si après 5 ans, il y a de la nouvelle technologie, bien là, on perd cet avantage-là. Donc, on devrait peut-être voir si louer, ça serait meilleur pour notre entreprise. Au niveau du financement, il y avait plusieurs options qu'on pouvait envisager. L'option 1 était un emprunt bancaire.
Donc, au niveau quantitatif, l'emprunt bancaire nous amenait à des paiements mensuels d'environ 230 000 Au niveau de l'option 2, qui était en fait un financement à même l'entreprise du siège social à la filiale, on arrivait à un 229, 200. Donc, c'est assez similaire. La grosse différence venait de l'emprunt bancaire, comme on peut voir dans les avantages. Les remboursements sont mensuels fixes. Les intérêts sont déductibles d'impôts. Donc ça peut jouer beaucoup aussi sur le pourcentage, qu'il n'y avait pas une grosse différence en enlevant l'impôt à l'emprunt bancaire. Ça venait très, très similaire. Donc c'est beaucoup plus au qualitatif qu'on va voir la différence. Les inconvénients, un audit obligatoire de la filiale. Donc du fait que l'entreprise est cotée en bourse, il y a un audit à faire sur toute l'entreprise, mais il y avait aussi un audit à faire sur l'usine en tant que telle. La sécherie serait aussi donnée en garantie. Donc, si jamais il y avait des problèmes en lien avec le projet, la banque pourrait saisir la sécherie qui est liée au projet. Au niveau du financement à même l'entreprise, les avantages seraient aucun frais financier, étant donné que les liquidités, c'est l'entreprise qui vient financer le projet. Aucune clause à respecter, donc la sécherie ne serait pas en garantie. Et puis aussi, il n'y aurait pas d'audit à faire au niveau de l'usine. Les inconvénients, baisse de liquidité importante, étant donné que ce n'est plus la banque, mais l'entreprise elle-même qui vient financer le projet. Ça vient chercher énormément de liquidité pour l'entreprise, qu'elle pourrait aller chercher d'autres opportunités d'affaires ailleurs, donc ça lui enlève des liquidités importantes. Aussi, aucun effet de levier. Donc, la banque, en ayant cherché un financement, auprès de la banque et en ayant un rendement exigé, supérieur aux frais de la banque, on va chercher un effet de levier qui est très bénéfique pour l'entreprise. Ici, on ne l'aurait pas du fait que c'est l'entreprise elle-même qui vient se financer avec ses liquidités. Il y avait aussi une troisième option qui était d'aller voir si on pouvait aller chercher de l'aide financière gouvernementale auprès d'organismes. C'est une très belle option. Les subventions, l'avantage, c'est que c'est un apport sans intérêt, donc on n'aurait pas d'intérêt à payer. Ça serait des liquidités immédiates qu'on pourrait mettre dans le projet comme mise de fonds. Ça améliore aussi l'image de l'entreprise parce que les gens voient que le gouvernement met de l'argent pour subventionner un projet qui est bon pour l'environnement, et que si les gens vont être satisfaits, donc l'entreprise a déjà une très belle réputation, pourquoi pas la garder et même l'augmenter. Les inconvénients, le respect des critères d'admissibilité. Donc, pour obtenir une subvention, il faut respecter des critères, donc il faudrait vraiment s'assurer de les maintenir, sinon on pourrait avoir à rembourser la subvention, puis ça pourrait nuire à l'entreprise. Recommandation. Premièrement, aller chercher une subvention si on y a droit. Ensuite, emprunt bancaire. Donc, la subvention va aller combler une certaine liquidité que l'entreprise n'aura pas à mettre. Ensuite, on peut aller chercher un emprunt bancaire, ce qui nous ferait aller chercher un effet de levier avec le rendement exigé de 12,5 % versus l'intérêt de la banque qui revient à peu près à 4,6 %. Aussi, on garde des liquidités pour des autres opportunités d'investissement. Donc, si on venait à avoir une autre opportunité, ça nous permettrait d'immédiatement aller la chercher versus si on met toutes les liquidités dans un seul projet, mais là, on vient hypothéquer peut-être d'autres projets dans l'avenir. Donc, passons maintenant à une analyse de la performance. Ce qu'on peut voir ici, c'est que, après un projet flexible, il y a eu des pertes assez importantes à plusieurs niveaux. De loin, ce qui est le plus important, c'est l'approvisionnement que l'entreprise fait en fibres recyclées, qui représente près de 58% de son chiffre d'affaires de l'usine à Lévis. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu quand même quelque chose de très bon qui s'est passé au niveau de l'achat de cette matière première. Il y a eu une économie de 7 millions par rapport à ce qu'on a prévu. Cependant, l'entreprise a utilisé plus de matières premières que prévu. Ça a causé une perte de 9 millions pour un total de 2 millions de pertes. Situation similaire au niveau des produits chimiques, où il y a également eu un écart de quantité qui a été défavorable. Cependant, celui-ci a été suivi d'un écart de prix qui a été défavorable. L'entreprise a payé plus cher que ce qu'elle s'attendait. Le tout a causé une perte d'un peu plus d'1 million de dollars.
Finalement, la main-d'œuvre, on n'a pas eu toute l'information nécessaire pour calculer tous les écarts. Cependant, on a remarqué une différence mineure au niveau de l'écart du temps d'environ 9 700 $. En ce qui concerne l'analyse de l'année maintenant, dans l'année en entière, des phénomènes similaires sont passés au niveau des fibres recyclées. L'entreprise a payé moins cher pour ce qu'elle a commandé. Il y a eu des économies de 27 millions de $. Cependant, il y en a un petit peu plus. Il y a eu des pertes de près de 36 millions de $. Le tout a causé une perte proche de 10 millions de $ par rapport à ce qui était prévu sur les balles de fibres recyclées. En ce qui concerne les produits chimiques, phénomène très similaire, avec un impact défavorable de 2 millions de $. En ce qui concerne la main-d'œuvre, encore une fois, on n'a pas pu calculer l'écart de taux. Cependant, l'écart de temps menait à une perte défavorable de 25 000 $. Un écart défavorable de 25 000 $. Si on regarde à un niveau un peu plus qualitatif l'impact de cette nouvelle usine, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une belle synergie avec les besoins de l'entreprise. Il y a un nouveau fournisseur dans la chaîne de production de celle-ci qui a pu produire près de 300 millions en produits carton. Donc, ça a vraiment aidé, ça a vraiment comblé un besoin pour l'entreprise. De plus, ça a permis également d'augmenter la taille de l'entreprise. Nos fournisseurs nous voient désormais comme un client qui est encore plus important. On peut utiliser ça un peu plus tard pour négocier des avantages, négocier des conditions avantageuses en ce qui concerne l'achat de matières premières dans le futur. Les faiblesses, malheureusement, les différentes usines n'ont pas de prix de cession interne qui a été fixé, ce qui cause souvent un problème de motivation chez les gérants des différentes usines. Donc, bien sûr, ceux-ci ont moins tendance, dans ce cas-ci, à essayer de respecter les budgets qui ont été fixés. Et finalement, un problème en ce qui concerne le maintien des employés. On sait que plusieurs des employés de la nouvelle usine de Lévis ont montré du mécontentement. On va adresser le tout un peu plus tard. Donc, en ce qui concerne... Parfait, je vais passer à l'enjeu un peu plus opérationnel. L'entretien, dans le fond, pour la machine, nécessite de l'entretien. Donc, on a deux choix pour l'entreprise. Donc, si on regarde un peu plus le quantitatif, en gros, on calcule, là on voit un petit tableau, mais ce qu'on veut dire en gros, c'est que pour le premier 4 mois, ça va être moins plus d'engager les employés à cause de... Non, pardon, ça va être moins plus de faire la sous-traitance. Par contre, le nouvel employé il va coûter plus cher aussi. Il y aura aussi 2 semaines de formation qui seraient requises pour l'employé. Donc, en gros, ça serait moins cher d'aller vers la sous-traitance. Si on va vers le quantitatif, parce que les chiffres sont importants aussi dans l'entreprise, mais dans l'analyse, mais aussi il faut aller voir le quantitatif. Donc, ce qui se passe à la prochaine. Les avantages, c'est qu'ils sont spécialisés les sous-traitants sont spécialisés dans le domaine. Ils sont venus dans l'industrie, donc il y a moins de chances qu'ils fassent des erreurs dans leur entretien, parce que la faiblesse de ça aussi, c'est qu'on n'a pas le contrôle sur leurs tâches. Donc, eux, ils viennent 2 jours par semaine faire la réparation. Donc, si on passe aussi à l'autre, l'embauche, l'avantage, ça serait d'offrir à nos employés du temps supplémentaire. Donc, ça peut être motivant pour eux de faire un taux une demi-heure de plus. Et la faiblesse, ça serait que ils sont non spécialisés, ce qui est une grosse faiblesse qui amène des risques au niveau de la sécurité des employés pendant les 4 mois et les 2 semaines, vu qu'ils n'ont pas de formation. Donc, ce n'est pas un risque qu'on veut prendre comme entreprise. Ce qui peut avoir des blessures, qui peut avoir des impacts sur la crédibilité de l'entreprise. Et notre recommandation, c'est clairement d'aller avec la sous-traitance. Nous, notre spécialité, c'est la production, donc laisser aux spécialistes l'entretien. Puis mettre les employés en danger, comme je disais tantôt, c'est pas une option pour nous. Je pense qu'on devrait vraiment être avec la sous-traitance, même si, malgré que c'est moins coûteux. Au niveau des prix de cession interne, c'est un enjeu très important quand même pour l'entreprise. La relation prix de cession interne, centre de responsabilité, évaluation de rendement, c'est très relié. Ça va jouer beaucoup dans l'entreprise au niveau de la satisfaction des directeurs, aussi au niveau de l'entreprise, de ses opérations. Donc, les centres de responsabilité, on a, pour commencer, avec le plus de responsabilité, il y aurait les centres d'investissement, profit par la suite, revenus, coûts. Nous, ce qu'on a, c'est 2 usines qui sont des centres de coûts, donc ils vont gérer leurs coûts. Le moulin
vendre ses produits à l'usine d'assemblage, qui, elle, par la suite, va gérer ses propres coûts. Donc, l'évaluation de rendement va jouer tout de suite après les centres de responsabilité, dépendamment, nous, c'est un centre de coût. Au niveau SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable et temporel. Donc, les évaluations de rendement doivent suivre ce principe. Et les cotisations internes vont venir comme recommandation à la suite des points qui vont être mentionnés par la suite. Donc, comme j'ai dit, c'est des centres de coûts. L'évaluation de rendement, ce serait l'écart entre les coûts réels et les coûts standards. Donc, le siège social devrait établir des coûts standards pour ces deux usines et l'écart avec les coûts réels serait assumé par l'usine en question. De ce fait, l'usine qui achète de l'autre ne serait pas pénalisée par un écart en termes de coûts et pourrait, elle, par la suite, gérer ses propres coûts. Et les directeurs seraient évalués sur leur écart de coûts respectifs. Aussi, taux de gaspillage et rebut, c'est quelque chose qui peut être assez fréquent en fabrication, donc c'est très important. Donc si les taux de gaspillage et les rebuts augmentent, ça viendrait jouer sur la prime de rendement des directeurs. Aussi, le taux d'absentéisme des employés, donc chaque directeur gère plusieurs employés, donc s'assurer que les employés sont satisfaits, pas de blessures, que vraiment qui sont au travail. Et aussi, qualité du produit, donc retour et satisfaction, autant de la clientèle que de l'usine qui achète de l'autre usine en question. Donc, ce sont tous des éléments qui devraient être respectés pour l'évaluation de rendement. La recommandation au niveau de cotisation interne, coût standard, donc comme je l'ai dit, du fait que c'est l'écart qui va venir jouer sur la prime de rendement des directeurs, les coûts standards seraient le cotisation interne qui devrait se transiger. Donc, par la suite, l'écart serait directement assumé par le directeur en question. Ce que ça fait, c'est que ça motive les directeurs à gérer leurs coûts de la bonne façon, de ne pas d'y faire attention. Aussi, ça motive les directeurs au niveau, quand je parlais du taux de gaspillage, rebut, retour, satisfaction de la clientèle, ça les motive à garder la qualité du produit et aussi que l'entreprise garde sa bonne réputation. Donc, on va passer un peu plus vite sur les derniers éléments. Ça me fera plaisir d'y répondre lors de la période de questions. Souvent, l'entreprise va essayer d'acquérir c'est notre façon de croître. Donc, le problème d'intégration des nouveaux employés est quelque chose qui arrive souvent. Ce que l'on suggère, c'est de transmettre les valeurs que l'on veut donner avec des conférences trimestrielles avec des hauts placés de l'entreprise, différents ateliers, et simplement essayer d'inspirer les gens pour qu'ils comprennent pourquoi est-ce que nous sommes un leader dans le domaine. Par la suite, on va aller avec l'approvisionnement. On sait que, de loin, la fibre recyclée, ce qui est le plus important de l'entreprise, ça représente 58% du chiffre d'affaires de l'une de nos filiales, par exemple. On sait que c'est quelque chose qui est en demande, qui est cyclique, et dans le futur, on s'attend à ce que nos compétiteurs veuillent également utiliser le tout dans leur processus. De plus, c'est quelque chose qui est plus demandant au niveau de la production que les alternatives. Malgré tout, considérant le fait que le développement durable est quelque chose d'extrêmement important pour l'entreprise, on suggère de continuer avec le tout et de faire en sorte que la taille de l'entreprise et les relations que l'on a déjà établies soient mis de l'avant pour avoir des conditions avantageuses et garder des prix un peu plus stables dans le futur. En ce qui concerne le fonds de roulement, l'un des directeurs a parlé de cela. Il se demandait si comment est-ce qu'une augmentation de la production affecterait le fonds de roulement. De façon assez simple, si l'on ne met aucune pression de plus sur les clients et si toutes les autres variables restent neutres, on s'attend à ce qu'il doit y avoir une augmentation des fonds de roulement pour financer les produits qui seront en production. Donc, on peut maintenant passer au plan de mise en œuvre. Donc, ça a été une présentation. On va simplement passer par-dessus les éléments plus importants de celle-ci. Donc, il faut aller de l'avant avec la nouvelle sécherie. Celle-ci permet de faire vraiment des publicités extrêmement intéressantes dans le futur. De préférence, essayer de chercher une subvention pour celle-ci. Sinon, aller avec un prêt bancaire et profiter de l'effet de levier. Il faudrait également aller avec une sous-traitance de la maintenance, puisqu'on a pu voir qu'à toutes les étapes du processus, c'est ce qui est plus avantageux, c'est ce qui coûte moins cher et on peut s'attendre à une meilleure qualité. En ce qui concerne les prix de cession interne, c'est très important que désormais un coût standard soit fixé par le siège social pour
que les directeurs des différentes usines aient des objectifs clairs. Finalement, on suggère, pour mieux intégrer les différents employés, qu'il y ait des conférences avec la haute direction et différentes autres manœuvres pour inciter ceux-ci à s'intégrer. On vous remercie. Dans un contexte où on voit une importante diminution de la demande en papier, soit par l'arrivée des nouvelles technologies, de la réduction de l'empreinte environnementale au niveau des entreprises, qu'est-ce que vous pensez d'aller de l'avant avec un projet d'investissement qu'on s'engage sur 20-25 ans avec des déboursés assez importants dans un marché où la demande est en sans cesse diminution? Il y a toujours des nouvelles façons de donner un produit que les consommateurs cherchent. Un des exemples auxquels on a pensé est le fait que, dernièrement, on peut voir la livraison de nourriture à domicile, par exemple, et un domaine qui est constant en croissance. Donc, simplement accepter que les nouvelles technologies, que les nouveaux bouleversements peuvent être non seulement des menaces, mais également des opportunités. Donc, différents comités devraient être mis en place pour s'adapter à un monde en constant changement. Au niveau de la sous-traitance, vous nous conseillez dans le fond d'aller avec la sous-traitance pour tout ce qui est l'entretien de la machinerie. Avez-vous pensé, advenant, que c'est les sous-traitants qui ont vraiment l'expertise pour des problèmes très spécifiques sur la machinerie? Par contre, ils viennent seulement des dates fixes. Qu'est-ce qu'on fait si ils viennent de venir que le lendemain, la machinerie arrête parce qu'il y a un bris et eux ne sont pas disponibles pour la réparer avant une certaine période de temps? Je pense qu'en fait, on peut avoir un contrat qui nous permet justement de faire appel à eux au niveau plus urgent. Donc, si on a un bris qui puisse venir tout de suite le réparer, moyennant frais supplémentaires, ou que ça soit conclu dans le contrat, que ça peut arriver à certains moments dans l'année. Donc, je pense que ça peut très bien se rajouter dans un contrat comme une clause, par exemple, et puis que par la suite, pour les années, les mois quotidiens qui viennent 2 fois par quotidiennement. Au niveau de l'analyse d'écart des balles de fibres recyclées, on voit qu'il y a un écart de prix favorable et un écart de quantité défavorable. Y aurait-il une explication du pourquoi? En tant que tel, ça a été une nouvelle usine qui a été achetée très récemment et qui avait un processus qui était un peu différent. Donc, on suggère qu'on penserait, on n'a pas eu toute l'information, que à la fois la machinerie qui a encore besoin d'être adaptée, peut-être que c'était au début, lors de l'adaptation de celle-ci, et peut-être également que les employés avaient besoin de temps pour s'adapter au nouveau processus. Donc, ces écarts, il nous faudra un peu plus d'informations pour savoir si ces écarts seraient réellement à long terme ou si pas temporaires. On a parlé des moyens de financement. Vous avez privilégié l'option d'y aller avec des subventions remboursables. Vous avez parlé qu'un des inconvénients majeurs, c'était le respect des critères d'admissibilité. Comment est-ce que vous allez faire ou comment est-ce que l'entreprise va faire pour s'assurer qu'on respecte ces critères-là? Sur quoi est-ce que ça pourrait être basé, par exemple, des critères pour une subvention comme celle-ci? En fait, des critères au niveau du gouvernement. Le gouvernement va, va chercher à encourager certains principes qui veut mettre de l'argent et investir. Donc, c'est beaucoup en ce moment au niveau des matières recyclables, développement durable, environnement. Donc, je trouve qu'au niveau des critères, ce serait très facile à l'entreprise d'aller chercher une subvention, étant donné que c'est très, très d'actualité, d'avoir une machine qui peut aider pour l'environnement. Aussi, la subvention, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas à la rembourser. Donc, la subvention que l'entreprise va recevoir, elle va pouvoir la garder tant ou aussi longtemps qu'elle va maintenir les critères par rapport à la machine en question. Vous nous recommandez d'aller de l'avant avec le projet. Est-ce qu'au niveau de la gestion des liquidités, si on va de l'avant avec ce projet-là, est-ce que l'exploitation de l'entreprise peut être menacée au niveau des liquidités ou c'est un projet qui va bien se faire? En tant que tel, considérant l'importance que l'usine a, avec un chiffre d'affaires de plus de 300 millions, le fait que ce soit un investissement de 5 millions fait en sorte que celui-ci peut être assez dilué dans les activités quotidiennes de celle-ci. Donc, on pense que c'est quelque chose qui devrait bien se passer. Au niveau du programme d'intégration des employés, vous avez expliqué que vous vouliez montrer pourquoi nous sommes un leader. C'est quel type d'employés que vous vouliez favoriser? Immédiatement, c'est les employés de la nouvelle usine de Lévis qui, en tant que tels, sont habitués à un différent régime et une différente façon d'agir. Cependant, on sait que l'entreprise va continuer à acquérir d'autres entreprises. C'est un problème qui va être récurrent. Donc, il faut avoir vraiment une approche qui peut être systématiquement utilisée
avec différentes personnes. Donc, dans ce cas-ci, ça va vraiment faire, ceux-ci sont habitués à une façon différente de travailler. On veut essayer de faire en sorte que la transition se fasse le plus facilement possible pour non seulement ces employés, mais également ceux des futures entreprises qui vont nous joindre. Vous avez parlé là, de ce projet qui est rentable. La période de questions est terminée, désolé.